Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan. Ça va Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Et Tom. Ça va Tom? Salut Ben, salut GM. Salut Tom. Alors cette semaine, nous trois, on va parler des Clippers. Tout d'abord, l'équipe de Doc Rivers est un peu en difficulté ces derniers temps, alors que la saison régulière, ça devait être sur un long fleuve tranquille pour eux. C'est un peu la crise en ce moment. Et dans une deuxième partie, on va parler des rookies. La classe, c'est un peu un paradoxe, mais la classe n'impressionne pas et du coup, elle fait beaucoup parler par sa faiblesse. Avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, nous suivre sur les plateformes de streaming où vous pouvez nous retrouver comme iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict. Je tiens à vous remercier pour ceux qui ont répondu au formulaire. On va en reparler en toute fin d'émission par rapport aux réponses, qu'il y a certains sujets qui sont souvent revenus dans vos réponses. Je m'excuse aussi auprès de ceux qui ont posé des questions. En fait, j'ai fait une petite erreur dans l'agenda. C'est la semaine prochaine. On va faire un épisode spécial avec vos questions. Donc, j'ai publié un message sur les réseaux sociaux, mais en fait, il s'adressait plutôt pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va faire comme il y a quelques semaines, un épisode spécial avec toutes vos questions. Ces questions, vous pouvez nous les poser sur Twitter, Facebook ou par mail, dunkhebdo@gmail.com. Donc les questions, c'est pour la semaine prochaine. Cette semaine, au programme, c'est les Clippers et les rookies. C'est chargé et on démarre après la pause. Alors que les Clippers devaient faire partie des grands gagnants de l'arrivée de KD aux Warriors, eux qui voyaient OKC perdre de son éclat et les Spurs qu'ils avaient battus il y a 2 ans en playoff vieillir constamment, les coéquipiers de Blake Griffin, ils connaissent une saison régulière bien difficile, la pire de l'ère Lob City, alors que l'exercice 2016-2017 est charnière pour la franchise qui va voir Chris Paul et Blake Griffin pouvoir tester le marché cet été. Alors Tom, et Redick aussi également. Alors Tom, avant de parler de cet été un peu difficile pour les Clippers, on va tout d'abord se concentrer sur la saison régulière. On ne pensait pas vraiment parler de ces Clippers pendant la saison régulière. Ça doit être le genre d'équipe qui doit théoriquement rouler sur les 82 matchs. Pourtant, c'est pas le cas. C'est loin d'être une formalité pour eux. Ils ont un bilan de 44 victoires pour 31 défaites. Ils sont 6e à l'ouest. Et l'équipe, surtout, elle paraît plus fragile que jamais. Mon petit doigt me dit qu'on va parler un peu de blessures quand on va revenir sur cette saison régulière des Clippers. Ouais, ils étaient bien partis dans la saison régulière où ils étaient premiers, ils avaient l'une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure défense. Et puis après, ils ont enchaîné quelques contre-performances. Au début, le banc était bon, le banc était bon, je vais y arriver. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est effrité. Pourtant, il y a des joueurs quand même solides sur le banc, quoi. Même Austin Rivers, qui est plus une blague, hein. Austin Rivers, qui fait une saison plus que correcte, je trouve. Et, après, il y a eu les blessures de Blake Griffin, blessures de Chris Paul, et puis, Blake Griffin est revenu, Chris Paul est revenu après, et l'équipe a vraiment du mal à paraître comme l'épouvantail auquel elle pouvait ressembler au début de saison. Depuis le All-Star Break, alors qu'en gros, la période où tout le monde est revenu, Chris Paul est revenu un peu après le All-Star Break, le bilan est de 9 victoires pour 10 défaites. Et c'est là où c'est le plus inquiétant, Alan, surtout quand on voit ce qui s'est passé dimanche dernier pour nous, la veille pour nous, hier, cette défaite ignoble contre les Kings. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, dans la dynamique des Clippers, il y a quelque chose de cassé un peu. Ouais, c'est ça. Tu parlais de ce qui s'est passé contre Houston il y a 2 saisons de ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à finir les matchs. Ils ont un gros problème pour finir les matchs. Et il faut pointer du doigt la gestion de Doc Rivers et son coaching, parce que pour moi, il y a des sérieux soucis là-dedans. Je vais défendre Doc. Tu vas défendre Doc? Hier, il joue contre une équipe de Sacramento, mais faut la voir, l'équipe de Sacramento actuellement. Il mène facilement du 18-19 points, il reste 5 minutes. Il fait rentrer Brandon Bass et Wesley Johnson et ils se font, mais c'est catastrophique, cataclysmique ce qui s'est passé. 0 sur 9 pour finir le match. Non, mais, très difficile. Et c'est une parodie de basket avec des vieux pick and roll pour Blake Griffin. Non, mais c'était pas possible. Est-ce qu'on parle de Jamal Crawford? Non, mais Jamal Crawford, c'est un match. Il va péter un câble comme contre Utah samedi, où il a mis tout dedans, il a été indécent, et donc sa cote remonte en flèche pour ce match-là. Mais c'est un genre de joueur, soit il va te faire 28 points à 8 sur 12, soit il va te faire
8 points à 1 sur 9, mais tout le monde pense qu'il est toujours super fort. Ouais, mais Alors, et on va retenir que le match qu'il a fait gagner et tout, on va oublier tous ceux qui peut faire perdre. Voilà, Jamal Crawford, je pense que c'est peut-être un des joueurs les plus surcotés de toute la ligue. Parce que son jeu est facile à apprécier en fait. C'est un joueur highlight. On va voir ses gros crosses, ses gros shoots rainbow en fin de carton au buzzer, mais il peut vraiment te faire péter les plombs si t'es un coach. Pour revenir au sujet là qui a été mis en lumière par cette défaite un peu honteuse contre les Kings, c'est les fins de match des Clippers, et j'ai l'impression que ces fins de match, ça met en lumière tous les problèmes, en fait, tous les dysfonctionnements dans cette équipe, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Les Clippers, c'est le 26e bilan de la ligue dans les matchs qui se finissent par moins de 3 points. Dans ces matchs-là, ceux qui se décident par moins de 3 points, ils ont un bilan de 3 victoires pour 6 défaites. C'est pas bon pour une équipe dite vétéran, c'est pas normal. D'ailleurs, petite anecdote, dans ce classement-là, les Hornets pointent à la dernière place, ils ont 0 victoire pour 9 défaites dans les matchs qui se finissent par moins de 3 points. C'est assez catastrophique. Pour en revenir aux Clippers, c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers cartons, en fait, il y a peut-être un blocage mental. Tu as fait référence à cette série face aux Rockets. Je renvoie à un article de The Ringer sur le sujet qui est paru il y a une dizaine de jours, qui est très intéressant, je trouve. On a l'impression, Tom, que depuis cette série de playoffs contre les Rockets, ils n'y arrivent plus, en fait. Il y a quelque chose qui s'est cassé, et ça a beau être une équipe de vétérans, le quatuor Redick, Jordan, Griffin, Paul a beau être un des meilleurs de la ligue, un top 3 d'ailleurs, je pense, de la ligue. Niveau quatuor, ils n'y arrivent plus, en fait. En fait, les Clippers, tu as l'impression que c'est une très bonne équipe, mais dans une mauvaise ère, en fait. Si tu veux, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'il y a toujours meilleur qu'eux. Et du coup, ils se retrouvent entre guillemets en chasse-patate, quoi. Ils sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas tant de réglages que ça à faire, hein, quand tu regardes l'équipe, quand tu regardes la façon dont ils jouent et l'efficacité qu'ils ont sur le terrain, les automatismes et tout ça. Mais finalement, tu te rends compte que ça suffit pas, quoi. Et on les avait vus très beaux quand ils ont battu les Spurs, et tout de suite on est retombé. Le soufflet est vite retombé quand ils ont perdu contre les Rockets. Et puis après, t'as les blessures, t'as les trucs qui s'enchaînent. Mais par contre, moi, t'as des affaires hors terrain. T'as des affaires hors terrain aussi. Et par contre, moi, je pense que, tu vois, pour cette fin de saison régulière, je pense qu'ils sont plutôt en mode Cavs. Je sais pas. Après, je sais pas, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter pour eux? Parce que on les attend qu'en playoff, en fait. Moi, je trouve que, moi, les Clippers, je les attends qu'en playoff, hein. Qui gagnent 60, 50, 70 matchs, je m'en moque. Moi, c'est un playoff que je les attends, en fait, les Clippers. Parce que c'est là c'est le palier qui leur manque à passer. C'est pas en saison régulière. Tu vois, il y a justement, j'avais une déclaration de Doc Rivers, et je pense qu'elle résume peut-être ton point de vue, et je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je cite Doc Rivers qui expliquait mi-mars, je traduis, alors oui, nous sommes en difficulté, mais je trouve que nous jouons bien, nous ne jouons pas très bien, mais il y a des moments où je pense qu'on nous juge très durement. Je ne pense pas qu'on soit inquiet des difficultés de Golden State actuellement. On était à une période où Golden State avait du mal. Ça fait partie de la saison. Les Cavs ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, mais je ne sais pourquoi. Nous, on nous juge différemment. Peut-être parce que ces équipes ont gagné un titre et qu'elles ont le bénéfice du doute. Je pensais ça au début de l'année. On a eu des blessures. Personne n'en parle. Golden State a des blessures. C'est la fin du monde. Or, l'ami Doc, il est peut-être sympa, mais je suis désolé. Il le dit lui-même. C'est des équipes qui ont gagné un titre. Ils ont fait quoi, les Clippers? Je trouve pas qu'ils ont la stature pour être une équipe qui se dit non, c'est bon, la saison régulière, on a l'expérience. Non, les mecs, vous avez même pas fait une finale de conf sur les 5 dernières années. Donc vous n'avez pas ce luxe de faire de la saison régulière un long fleuve tranquille. Vous devez montrer que vous êtes une équipe sérieuse, et ils le font pas, je trouve. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon, on va laisser quand même Alan donner son avis là-dessus. Comme tu l'avais dit, ça devait être un long fleuve tranquille parce qu'OKC baissait dans la hiérarchie. Donc automatiquement, ils gagnaient une place. Mais au vu de leur saison, de la construction même de l'effectif, c'est-à-dire des compléments autour des joueurs stars et des blessures, tout ça, je trouve ça normal qu'ils galèrent. Bon, ils galèrent pas, mais je trouve ça normal que ça soit pas... tout le monde est annoncé. Même ce qui se passe depuis... Tu vois, j'étais d'accord avec toi jusqu'à
cette vingtaine de matchs depuis le All-Star Break, je suis désolé, c'est inadmissible ce qui se passe. Une équipe peut pas jouer comme ça. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est contre qui ils perdent. Et contre qui ils perdent, et même quand ils gagnent pas de beaucoup, et c'est contre des équipes pas bonnes. Tu peux pas perdre à Minnesota de 20 points ou contre Milwaukee. Genre, tu vois, c'est pas possible. Moi, le problème que j'ai, c'est la trop grande différence entre les starters et le banc. Si tu regardes, bon, la stat du plus-minus, elle est ce qu'elle est, mais il y a les 4 stars, entre guillemets, donc CP3, Redick, Dédé et Griffin, ils sont dans les 20 premiers dans cette stat-là, de toute la NBA. Ils en ont 4 dans les 20 premiers. Donc ça prouve, le 5 de départ est vraiment qualitatif. Le problème, c'est qu'on met souvent en avant l'idée qu'ils ont un bon banc. Et j'entendais même en regardant le match contre Sacramento, les commentateurs officiels des Clippers qui disaient que Rivers avait dit que c'était son meilleur banc qu'il avait eu depuis qu'il était aux Clippers. C'est faux. Chose que je suis pas d'accord, je préférais celui avec Collison, quand il y avait Collison. Ah, celui où il y avait Kenyon Martin, Reggie Evans, Nick Young, lui il était solide. Il était pas mal. Mais donc il a dit ça. Mais le problème c'est que on avait déjà eu ce débat, Ben, je sais pas si tu te souviens, sur le plus-minus en disant que pour les joueurs de banc, on est souvent dans le négatif. Problème parce que les joueurs de banc arrivent et c'est normal que ils soient plus dans le négatif que d'autres. Le problème, c'est que tu regardes le banc des Clippers, c'est censé être un des meilleurs, donc il est censé prendre l'avantage sur les autres bancs plus mauvais. Donc les joueurs de ce banc sont censés être dans le positif. Le problème, c'est que c'est pas le cas et que ce banc il se fait plutôt dominer. Et je suis désolé, je finis sur ça. Raymond Felton, c'est plus possible. Mais il y a un paquet de c'est plus possible dans ce banc en fait. On l'a dit en off. Paul Pierce, il est en villégiature à Los Angeles. Enfin, c'est plus possible. Paul Pierce en 2017, il doit pas avoir un terrain de basket. C'est aussi simple que ça. Reste gentil quand même. Reste gentil. Je suis d'accord, mais reste gentil. Non, mais le pire, c'est que c'est pas à dire qu'il n'y a pas de joueurs pour jouer 4, quoi. Non. Mais c'est ça en plus. C'est que là, je suis d'accord. Là, je vous autorise là pendant la petite séquence à critiquer Doc Rivers. Là, vous avez 1 ou 2 minutes, vous pouvez le critiquer pour ses rotations qui sont un peu lunaires. C'est vrai. Quand tu fais jouer Pierce en 4 et que tu mets du Crawford dans le même 5 avec Felton, mais tu peux pas défendre. Mais c'est pas possible. Tu vas te faire mais démonter. Ouais, surtout que tu joues avec Maryse en pivot. Maryse Speight, ouais. Tu joues avec Maryse Pierce dans ta raquette, mec. T'as intérêt à scorer, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils mettent Stone, qu'ils mettent Bryce Johnson? Tu vois, c'est très limite. Moi, tu vois, j'aimerais. Les Clippers, la marge de progression des Clippers, elle n'est pas sur le 5 majeur, elle est sur les joueurs qui accompagnent. Ah oui, totalement. Donc, du coup, moi, franchement, c'est pour ça que les défaites, ça m'inquiéterait pas tant que ça si je voyais Doc Rivers, genre, tester des combinaisons, tester des trucs. Même s'il perd des matchs, tu vois, au moins, il apprend tout de suite ce qu'il faut pas qu'il fasse en playoff. Parce que la marge de progression, elle est sur le banc. Le 5 majeur, tu sais déjà ce qu'il va te donner. À Lukemba, où t'es prêt. Mais voilà, quoi. Rivers, ce qui me gêne avec lui, c'est que il s'entête à jouer toujours de la même façon, alors qu'il se plante chaque année en playoff. Et tu vois, il essaie pas de développer quelque chose qui va peut-être lui coûter des victoires à court terme et lui donner des victoires peut-être à long terme, quoi. Il n'a pas du tout confiance. Hier, Redick joue pas, donc c'est Rivers dans le 5, et il n'a pas du tout confiance. Il veut pas tenter, comme tu viens de dire, il fait jouer Rivers 43 minutes. Contre les Kings. Contre les Kings, alors qu'il peut, je sais pas, mais même Alan Anderson qui joue jamais, il aurait pu faire souffler Rivers. Non, il veut pas, il est entêté. Oui, je suis d'accord avec ça, les mecs. Mais faut aussi dire, je vous entends dire que le 5 ou même les 4, parce qu'on va peut-être mettre Luc Richard Mbamute de côté, ils sont pas aussi dominants que les autres années. Quand on regarde, par exemple, ce qui est du net rating des 4, c'est-à-dire Jordan, Redick, Griffin, Paul, ça fait 2 ans, les années 2014, 2015, 2015, 2016, en gros, ils sont à 16 de net rating positif, plus 16. Cette année, ils sont à plus 12. Ça semble peut-être rien, mais 4 de différence quand t'es aussi ric-rac sur le banc, c'est un monde. Et je suis désolé, les 4 du 5 titulaires, à part DeAndre qui fait une saison, peut-être sa meilleure saison NBA, mais vu que il y a au poste de pivot, ça, l'Ouest, c'est incroyable cette année, on n'en parle pas. Autrement, Chris Paul, c'est le plus mauvais Chris Paul que je vois depuis que je regarde la NBA.
Blake Griffin, j'ai des stats, j'en parlerai peut-être un peu après. Alors que je suis un immense fan du mec, je commence limite à abandonner. MVP. Et Redick, oui, j'avoue mon erreur. Je continue à croire en lui, mais c'est mieux que Kyrie, t'inquiète. Et Redick est passé d'un 47% à 3 points à un 41%. Et quand on sait la place centrale qu'a le tir à 3 points dans son jeu, c'est significatif. Ouais, 47, c'était irréel aussi. Hein. Oui, quand on regarde sa carrière, 47, c'est une anomalie. Enfin, franchement, je te trouve dur avec Paul. Non, il est pas. Non, il est pas... c'est pas un bon Chris Paul. Depuis le All-Star Break, c'est une des raisons. C'est pas un bon Chris Paul. Son début de saison était quand même très bon. Hein. Oui, son début de saison était exceptionnel, hein, Chris Paul. Hein. Ah oui, mais c'était un top 3 meneur, et ça veut dire quand même dans la NBA actuelle, là, ça veut dire quelque chose. Mais depuis sa blessure et son retour, ça fait 20 matchs où il est à côté de la plaque, Chris Paul. Je suis désolé. Et on peut continuer à me vendre l'hypothèse de l'équipe qui s'économise, mais moi j'y crois pas quand t'es les Clippers et que t'as si peu de marge de manœuvre et de confiance en cette équipe. Ils ont quand même 50 vécus. Hein. Oui, alors mais certes, Tom... ils ont pas fait grand chose, certes, mais ils ont quand même 50 vécus. Ils savent. Je pense qu'ils savent, tu vois. Ils savent perdre une série, oui. Ouais, certes, mais tu vois, c'est pas. Franchement, moi, les Clippers, je les juge pas sur leur saison régulière. Moi, c'est vraiment en playoff que je les attends. Oui, mais tu les attends, mais ce qu'on voit actuellement, moi, c'est pas obligé de t'inquiéter. Ouais. Voilà, c'est pas une chose qui me permet de me dire, oh, ça va bien se passer. Parce que là, ils sont 6e. On prend au jour d'aujourd'hui, ils prennent Houston. Je suis désolé, mais. Non, ils sont 5. J'ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait une erreur. Ils sont 5e. Tout le monde a perdu hier. Ouais. Mais près de Utah, on va peut-être parler de playoff un peu après, mais même Utah, c'est un peu l'antithèse parce que Utah a pratiquement 0 expérience en playoff. Et pourtant, mais c'est pas normal qu'à l'heure actuelle, quand tu me demandes de jauger ma confiance sur les équipes de playoff, les Clippers soient parmi les équipes parmi lesquelles j'ai le moins confiance. C'est pas normal. Les Clippers, je pense que c'est une histoire de match-up. C'est vraiment une histoire de match-up. Franchement, face à Utah, je crois pas qu'ils aient le désavantage, hein, franchement. Non, ils ont même un sacré avantage. Ils ont pas de désavantage, hein. Ça fait combien de fois qu'ils battent Utah d'affilée, là, où... J'avais la stat, je crois que sur les 20 derniers matchs, ils doivent avoir 17 victoires ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose d'énorme. Après, peut-être pour parler de ta stat sur le net rating du Quatuor, je pense, peut-être qu'ils jouent moins, et il faut dire que, en fait, les Clippers, si tu veux, ils sont un peu victimes de comment ça s'appelle? C'est-à-dire que ça s'est amélioré devant et ça s'est rapproché un peu d'eux derrière. Donc, du coup, ils ont beaucoup moins de marge. Mais ça, en théorie, nous, on pensait, enfin, moi, au début de saison, et j'étais pas le seul dans ce cas-là, on pensait que les Clippers allaient être dans les 3 premiers. Parmi les premiers, en fait. Ils allaient profiter du fait que beaucoup d'équipes allaient se retrouver dans le ventre mou pour être parmi l'élite. Ils sont pas parmi l'élite. Je trouve qu'il y a des trucs inquiétants sur cette équipe, et pourtant, ça va paraître paradoxal, mais pour les playoffs, j'ai peut-être pas confiance en eux, mais comme tu as dit, sur le match-up, je pense que, et ça me brise le cœur de dire ça, mais sur une série contre Utah, ils peuvent faire mal. Ah, s'ils jouent Utah, moi, je pense pas que Utah passe, hein. Ton avis, Alan, même si la conférence Ouest, hein, qu'est-ce que c'est à côté de Boston, bientôt premier à l'Est, hein, tu vas me dire. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je laisse les gens. T'inquiète pas. Non, mais voilà, pour moi, je les voyais quand même en dessous des deux, comment on appelle ça, les deux gros, quoi. San Antonio et Golden State. Mais je trouve, comme vous avez parlé de match-up, c'est vrai, mais je vois pas, à part Utah, donc ce qui pourrait en Utah, mais ça peut encore bouger. Dans quel autre match-up ils auraient vraiment un gros avantage, qu'il soit psychologique ou sur le plan basket? Vous voyez ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah moi non plus, parce que je vois flotter le nom des Rockets. Je suis désolé, après ce qu'ils leur ont fait il y a 2 ans, je pense que c'est un traumatisme. Toujours, on en a déjà parlé. L'équipe n'est plus trop la même quand même. Ouais, mais moi, on a eu ce débat dans la rédaction un jour. Moi, je suis désolé. Les hommes ont beau changer. Quand une équipe t'a traumatisé, il y a même 3-4 ans, ça reste. Parce que c'est les mêmes mecs dans l'organisation, c'est le même front office, c'est les mêmes gens qui travaillent à côté. Quand une équipe t'a fait quelque chose t'a marqué psychologiquement, ça reste. Je pense que ça influe même sur les joueurs qui n'ont pas vécu le traumatisme. Ah, je suis pas totalement sûr. Je pense que ça dépend quand même. Ça dépend. Donc tu penses que les Warriors, ils sont marqués par les Cavs?
Ah ben là c'est sûr, là c'est évident. Oui. Ah, ils sont marqués. Enfin, j'ai pas d'exemple. Je vais essayer de réfléchir à un exemple, tu vois. Et je pense que ça peut paraître fou, mais ces histoires de cette série perdue, elle pourra les hanter s'ils retombent sur les Rockets. L'équipe a beau avoir changé, il y aura toujours les Rockets. D'ailleurs, les Clippers ont presque pas changé, eux. Et côté Rockets, il y aura toujours même si, enfin, science-fiction totale, hein, même si la série penche du côté des Clippers, côté Rockets, on se dira toujours ah mais oui, mais on a déjà remonté. Côté Clippers, on se dira non mais les mecs, on a déjà vu, on s'est déjà fait remonter une fois, ça peut revenir. Enfin, il y aura toujours cet avantage psychologique, je pense. Moi, c'est vraiment psychologiquement. Alors, je sais que c'est complètement abstrait de juger ça à des milliers de kilomètres, mais il y a un truc qui marche plus dans cette équipe, j'ai l'impression. C'est ça, moi, qui me fait peur. Mais de toute façon, on l'avait déjà dit depuis le début de saison, c'est la dernière danse pour cette équipe-là. Parce qu'après, ça va être très compliqué de garder tout le monde. Déjà, Redick, je pense pas qu'ils vont le garder. Je pense que Rivers, le poste de lui appartient l'an prochain. Donc après, il faut voir si ils arrivent à garder Paul et Griffin. Parce que je doute qu'ils en gardent un seul des deux. C'est soit ils ont les deux, soit ils en ont aucun, je pense. Ah, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'un mec comme Paul, lui, il comprend que l'horloge tourne et que son titre, il va falloir aller le chercher très vite. Autant Griffin, je pense que c'est peut-être pas encore sa préoccupation première. Il va peut-être aller chercher les dollars avant. Moi, j'aurais plus dit le contraire, parce que Chris Paul a négocié son contrat comme un chef. Oui, l'idée, ouais, avec le CBA, ça d'ailleurs, c'est l'arnaque enfin, les petits arrangements entre amis, mais moi, je reste persuadé. Paul, s'il veut, c'est la même situation que Carmelo. S'il veut aller chercher son titre, faut qu'il se bouge et faut qu'il trouve une bonne destination, même si, en fait, quand on réfléchit au cas Chris Paul, il n'y a aucune équipe actuellement en NBA qui a un Chris Paul prêt d'être crédible et qui peut surtout se l'offrir, en fait, parce que Chris Paul, il va pas prendre un rabais sur son prochain salaire et il n'y a pas d'équipe qui a assez de marge pour l'attirer et se dire, bah ok, maintenant on a Chris Paul, on peut viser quelque chose de plus haut. Bah, il n'y a pas de marge. Non, il n'y a pas de marge. Il y a aucune équipe qui aura peut-être la marge pour se payer ça. Après, peut-être que, je sais pas, moi, une équipe comme Indiana, je sais pas s'ils auront les moyens. Je sais pas s'ils auront les moyens. Mais après, comme tu as dit, hein, ça va être dur. Mais selon vous, s'il y en a qu'un qui doit partir, vous pensez que c'est Paul ou c'est Griffin qui part? Moi, je pense que c'est plus Griffin qui part que Paul. Hein. Ah non, pour moi, c'est Paul. Je pense que Paul est plus vital au jeu des Clippers que Blake Griffin aujourd'hui. Oui, mais ça veut pas dire que c'est lui qui partira pas. Ça veut pas dire que c'est partira pas. C'est des affaires hors terrain, c'est des trucs de contrat ou de possibilité d'aller plus loin en playoff et tout. C'est pas dans l'impact qu'il a dans l'équipe, selon moi. Si vous mettez un meneur moyen vous mettez un meneur moyen à la place de Chris Paul. Ils font 35 victoires. Ils font pas les playoffs, hein. Non. C'est quoi un meneur moyen? C'est un meneur dans la moyenne NBA, voilà, Jeff Teague. Genre top 15. Quand tu me dis meneur NBA, tu vois, moyen, c'est Jeff Teague direct qui vient à mon esprit. C'est Jeff Teague. Un gars qui voilà quoi, un titulaire honnête. Tu fais pas les playoffs avec Jeff Teague. Hein. Entre 32 et 38 victoires. Ouais, 38, c'est la moyenne haute. Hein. Pour moi, il tape. C'est plafond plancher. Non, mais après, voilà. Ils sont dans la Pacifique. Hein. La Pacifique, elle est dégueulasse, hein, la Pacifique. Hein. Mais tu vois, c'est le problème, Tom, c'est que Paul, en plus, c'est la seule constante, en fait. J'ai l'impression que c'est avec DeAndre, je répète, je vais redorer le blason de DeAndre, je trouve qu'il se fait beaucoup trop allumer, alors que il fait une excellente saison. Son seul problème, comme je l'ai dit, c'est que malgré son excellente saison, il y a une telle densité au pivot à l'ouest, qu'il n'est même peut-être pas top 5 pivot à l'ouest cette année, alors qu'il fait une saison exceptionnelle. C'est incroyable. Mais Jordan et Paul, c'est les seuls constants. Donc si tu enlèves un meneur comme Chris Paul qui marche sur le poste de meneur depuis une dizaine d'années, mais ça va nulle part, les Clippers. Alors, est-ce que si tu enlèves Griffin pour mettre un mec moins talentueux, genre, je sais pas moi, je dis ça au hasard, genre Millsap? Non, mais là, c'est surtout le truc qui, pour moi, ils sont meilleurs surtout au niveau des matchs, parce que je reviendrai, j'ai un petit jeu pour vous, mais au niveau des matchs manqués, Griffin en manque tellement qu'un mec comme Millsap, même s'il se blesse un peu récemment, Millsap, c'est une assurance. Et puis aussi au niveau de la défense, Griffin, ça devient un sketch, je trouve. Donc, en fait, tu perds moins si tu mets... Après, c'est logique que tu perdes moins en mettant Paul Millsap à la place de Griffin, parce que la différence de niveau pur entre Millsap et Griffin est moins haute qu'entre Paul et un meneur moyen. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais moi, je pense que c'est ça. Non, je suis d'accord avec ça. Parce que, en soi, Griffin, et pourtant que je l'ai bien donné MVP, donc j'aime bien le joueur, mais
je commence, même moi, je commence limite à abandonner sur lui. Je vais le citer, mais c'est Ben sur Twitter avec qui a interagi souvent avec moi avec le compte Dunk Hebdo que je salue. Je avais dit sur Twitter genre mais je dois être la seule personne qui croit encore en Blake Griffin et il m'a répondu en m'expliquant qu'il connaissait un super fan des Clippers et que même ce super fan en question, il ne croit plus en Blake Griffin et j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de la fanbase des Clippers qui est désabusée complètement en ce moment. Les Celtics fans, ils croient à Blake Griffin. Non, c'est Ils sont sérieux. fans. Non, c'est très sérieux. Et non, mais moi, le truc que j'ai avec ça, tu vois, c'est que je me dis que franchement, est-ce que c'est pas mieux de garder Chris Paul et DeAndre, quoi? Et parce que Blake Griffin, est-ce que c'est pas un problème à long terme? Alors Blake Griffin, intrinsèquement, c'est un très fort joueur, sauf que il joue sur le poste 4, il peut pas garder des joueurs sur plusieurs positions, il a des difficultés à switcher sur les gars, alors que bon, athlétiquement, il est un petit peu moins bon qu'au début. On sent qu'il c'est plus le Blake Griffin explosif qu'on a connu pendant sa saison rookie. Et puis, c'est pas un gars qui est capable de jouer 5. Alors, et il shoot pas à 3 points. Donc, mais il est pas tombé dans la bonne génération, en fait, Blake Griffin. Il est né 10 ans trop tard, je pense. Donc, du coup, je me demande, est-ce que c'est pas un problème à long terme sur du basket moderne de devoir jouer avec un 4 aussi classique, entre guillemets? Si, ouais. Surtout que là, en plus, alors qu'il est complémenté par le 5 parfait archétype du basket moderne, DeAndre Jordan. Tu peux pas faire plus 5 du basket moderne que DeAndre Jordan. Si, mais d'ailleurs, je vais en profiter pour faire mon petit jeu maintenant, les mecs. Tu parlais de Griffin, Tom, et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des blessures, parce que Griffin est constamment blessé. Je me suis amusé à faire un petit truc. J'ai compilé, en fait, le nombre de matchs joués par des mecs qui, comme Griffin, on a la sensation qu'ils se blessent souvent, en fait. Parmi eux, j'ai mis Favors, Davis, Dwayne Wade, Parsons, Joakim Noah. Ça fait 6 joueurs si on rajoute Griffin. Parmi ces 5 joueurs autres que Griffin, sur les 3 dernières saisons, les mecs, il y en a combien qui ont joué plus de matchs que Griffin? Favors, je pense que oui. Je répète, il y a Davis, Favors, Parsons, Wade, Noah. Je pense qu'il n'y a que Noah et Parsons qui ont joué plus que Griffin? Qui ont joué moins que Griffin. Qui ont joué moins que Griffin? Attends, Favors, Parsons. Non, Parsons, il a joué moins quand même. Parce que Griffin, il a quand même raté beaucoup. Hein. Il a raté beaucoup l'an dernier. Il a raté un peu cette saison. Il a raté beaucoup avant. Et s'il y avait personne? Alors, sur les 3 dernières saisons, 246 matchs possibles. Hein. C'est Davis qui en a joué le plus, 198, une petite cinquantaine de manqués. Wade, 193 matchs joués. Favors, 183. Parsons, 161. Déjà là, on est à plus de 80 matchs manqués. Hein. Griffin, 156. Noah, 142. Il n'y a que Joakim Noah qui a joué moins de matchs. J'étais pas mal. Tu te rends compte, Chandler Parsons a joué 5 matchs de plus que Griffin. Oh là là. Griffin a manqué 90 matchs sur les 3 dernières saisons. Il a manqué une saison régulière entière, plus d'une saison régulière entière. Tu vois, si t'es une équipe qui veut le signer, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Franchement, quand j'ai cherché ça, au début, je pensais pas que j'allais trouver Parsons au-dessus de Griffin. Ça m'a vraiment marqué. Ah bah c'est compliqué, hein. Si Parsons est au-dessus de Griffin. Ouais. Mais après, c'est pas les mêmes blessures. Il a eu des trucs à la main. Enfin, c'est pas le même type de blessure. Mais tu vois, il a raté quand même des matchs. Il a raté quand même beaucoup. Ouais, il a raté 90 matchs. On se plaint souvent d'Anthony Davis. Anthony Davis a joué 42 matchs de plus que Blake Griffin sur les 3 dernières saisons. Alors que moi, j'ai la sensation que Anthony Davis est tout le temps blessé. C'est parce qu'il sort tout le temps, en fait. Il sort souvent pour des petits trucs, il revient. Mais Griffin a manqué plus d'une saison. Enfin, ça, c'est hyper inquiétant. Et comme tu l'as dit, en plus, il est de moins en moins athlétique. Ça se ressent dans son jeu. J'ai ses stats au niveau... C'est un élément, je trouve, marquant. Au niveau de ses dunks, quand il était sophomore, ses dunks, c'était 20% de ses tentatives de shoot. Maintenant, c'est même pas 0,7%. J'ai la sensation qu'il a vraiment perdu Griffin. Alors que je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés sur une série de playoffs parce que je suis toujours marqué par ce qu'il est capable de faire sur une série de playoffs. Il a détruit les Spurs. Hein. Ouais, il est capable de détruire une équipe, mais je suis tellement marqué par ce qui se passe en ce moment que je commence même à me demander, et c'est peut-être sur ça qu'on va peut-être clore ce débat sur les Clippers, est-ce qu'on y croit vraiment pour les playoffs? Est-ce qu'on croit à quoi, Ben?
Je pense que dans leur situation actuelle, c'est un tour passé, c'est éviter la catastrophe, c'est un tour passé, je pense. Ouais, mais c'est pas ça, ils jouent pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils jouent. C'est pas pour Oui, ça mais qu'ils les jouent. mecs, faut s'adapter entre ce sur quoi tu joues et ce sur quoi tu peux vraiment te baser. Je tiens quand même à rappeler qu'au début de saison, on les annonçait comme potentiellement finalistes de conf. Devant les Spurs même. Voilà. Donc, un premier tour de play-off, éviter la catastrophe, je trouve ça quand même... Au rabais. Voilà. Surtout pour une équipe comme ça. Mais le banc, on a parlé un peu du banc. C'est pas possible. Moi, je peux pas. Mais le banc, c'est l'élément le plus surcoté en play-off. T'as pas besoin d'un gros banc. Et c'est l'élément le plus surcoté des Clippers, surtout. Ouais, mais en play-off, tu joues à 8. Tu joues à 7-8 en play-off. Tu t'en fiches. Ça me fait. Je trouve qu'on survend les bancs. Ça me fait penser à une certaine équipe du Texas où on survend son banc. Tu t'en fiches du banc. En play-off, tu joues à 7-8. Enfin, non, mais c'est ça le banc en fait, il te sert juste à pouvoir te reposer en saison régulière. Hein, c'est ça le banc. Ouais. Le banc il sert à te porter en saison régulière et puis pouvoir trouver des match-ups, des ajustements, savoir sur qui tu peux compter et sur qui tu peux pas. Hein, en play-off, c'est tout. Problème du banc des Clippers, faut qu'ils se reposent dans l'avion, surtout. Non, mais tu vois, sur une série de playoffs, c'est vrai que t'as raison. Ouais, 9 mecs maximum, je pense. Je sais même pas, si tu vas faire jouer 9 mecs, c'est Spursien, tu t'en fiches. Enfin, une équipe normale, elle fait jouer 7, 8 mecs grand maximum. Même si... Mais alors, qui tu fais jouer sur le banc des Clippers? Jamal Crawford. C'est quoi les rotations que tu fais? Jamal Crawford, Mo Spades et un peu de Raymond Felton, et c'est tout. Hein. Et du Austin Rivers, non. Austin Rivers devant Raymond Felton. Ouais, Austin Rivers, Mo Spades, Jamal Crawford, c'est comme ça où tu tournes comme ça en playoff. Paul Pierce doit pas avoir le terrain, pas plus que personne d'autre dans le reste du banc. Après, il y a personne. Après, c'est... Ouais. Non, mais sinon, moi, le truc qui me fait peur pour eux, c'est que ils risquent d'affronter les Warriors en demi. Demi, ouais. Pour l'instant, les Warriors sont... Enfin, après, ils ont un planning compliqué, mais vu le niveau des Warriors en ce moment, je pense pas qu'ils perdront la première place. Bah, s'ils doivent se jouer les Warriors au deuxième tour, ça risque de pas être très joli parce que les Clippers contre les Warriors, psychologiquement, c'est très compliqué pour eux. Mais c'est contre beaucoup de monde que psychologiquement, c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, c'est un peu... Peut-être conclure sur ça, mais oui, c'est... Ça, je trouve qu'il en fait, j'ai l'impression que cette équipe, elle arrive pas... C'est pour ça qu'elle est en difficulté quand le niveau augmente, parce que j'ai l'impression qu'elle arrive pas à mettre les mains dans le cambouis, se battre, tu vois, pas dans le sens, parce que même les supporters des Clippers, et je les comprends, ils en ont marre, c'est une équipe qui chouigne constamment, mais quand il faut vraiment y aller, se battre et rien lâcher sur le terrain, c'est l'antithèse de Memphis, en fait. Tu vois, Memphis il y a quelques années. C'est pour ça que Memphis leur posait problème. C'est pour ça que je t'ai dit, ils étaient dangereux avec Reggie Evans et Kenyon Martin sur le banc. Parce que ces gars-là, ils mettent les mains là où il faut. Ils savent pas faire grand-chose d'autre, surtout Reggie Evans. Ce qu'il fait, il le faisait très bien. Il le faisait vraiment bien. Le mec, il joue 20 minutes, il te prend 15 rebonds. C'est un aspirateur. Mais tu vois, il manque de ça, j'ai l'impression. Des dirty mecs, des mecs, voilà. Des mecs un peu durs. C'est ça. Et pas dur dans le sens je vais chercher la bagarre dur dans le sens je vais faire les petites actions qui changent un match, me battre. C'est la stat par exemple les balles perdues que l'équipe recouvre, ils sont 28e sur les balles perdues Enfin 28e, ils se battent pas sur les ballons, je pense que c'est ça qu'on a vu aussi contre les Kings, c'est-à-dire en fait ils voient le match leur échapper, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réaction de groupe. Il n'y a pas de sentiment de révolte. Il y avait 40 Butler dans cette équipe aussi. Et je pense que ça rejoint, et je vais peut-être m'ajouter, on va peut-être conclure là, et je vais peut-être arrêter de dire, je pense que ça rejoint, parce que je l'ai dit à peu près 25 fois dans les 30 dernières minutes. Pour moi, c'est un peu comme ce qu'a dit, c'est un article de Bleacher Report de Kevin Ding qui explique le manque de cohésion criant dans ce collectif. Il n'y a pas de cohésion chez les Clippers. Quand on t'explique que Chris Paul, alors je sais que Chris Paul c'est un personnage à part, mais que son meilleur pote dans le vestiaire, c'est Doc Rivers, moi, ça me choque, tu vois. Ça t'étonne? Ça m'étonne pas, mais ça me choque quand même. Enfin, je pense que, je l'ai déjà dit dans le podcast, je pense que tu peux jouer avec des mecs qui sont pas tes meilleurs potes, mais il faut quand même faut pas qu'il y ait de l'animosité. J'ai l'impression, il y en a presque dans ce vestiaire des Clippers. Il est peut-être temps que ça se finisse. Bah ouais, c'est ça, ils gagnent pas. Quand tu gagnes pas, tu fais la gueule. Des gens que tu aimes bien, finalement, tu les aimes un peu moins parce qu'ils font pas le boulot.
C'est peut-être le mot de la fin, Alan. Il est peut-être temps que ça se finisse. Je pense que c'est peut-être ça. Hein. Ouais. C'est peut-être la fin d'un cycle. Ouais, ça serait une fin quand même bien triste. Hein. Bon, ça serait pas au niveau d'un OKC, mais cette équipe-là, qui était prometteuse en 2011, là, elle va pas atteindre une finale de conférence, à part surprise. Ça serait quand même un sacré échec pour le projet Clippers Lob City. Hein. C'est juste une victoire pour Vinny Del Negro. Oh. Et oui, monsieur. Oh. Il en sort grandi. 5 ans après. Je pense que 92% des auditeurs avaient oublié l'existence de Vinny Del Negro sur la planète Terre, en fait. Ah, je pense pas que les fans de Chicago l'aient oublié. Oui. Non. C'est peut-être son seul fait d'armes. Je pense que là, c'est le signal. Quand on parle de Vinny Del Negro, c'est le moment. Ça veut dire qu'il faut qu'on enchaîne là. Faut que t'envoies la musique. Ouais, faut que j'envoie la musique directe. On va enchaîner par les rookies après la pause. La fin de saison pour certaines équipes comme les Lakers ou les Suns, c'est carrément le mode tanking qui est enclenché. Les vacances pour ces équipes-là, elles vont bientôt arriver. Donc il est temps pour nous de faire un bilan de la classe de draft, comme je l'ai dit en intro, dont on parle beaucoup mais pas forcément bien. Une classe que les observateurs les moins avisés, dira-t-on, commencent à critiquer, eux qui sont bloqués dans le court terme. Hein. Messieurs, je pense qu'il faut commencer par dire que dans la séquence-là, que après seulement 1 an dans la ligue, avec pour certains de ces joueurs un temps de jeu très très faible, tirer des conclusions, ça serait une grosse erreur, même si la tentation de tirer ces conclusions est forte. Cette classe de draft, elle devait être marquée par la présence de Ben Simmons, mais l'Australien a été écarté des terrains après une opération au mois d'octobre 2016. Justement, Alan, est-ce que le jugement acerbe de certains analystes vis-à-vis de cette draft, c'est pas une des conséquences de l'absence de Simmons ? Parce qu'on le sait, quand il s'agit des rookies, on a tendance à se focaliser sur les quelques têtes d'affiche. Et cette année, en dehors de Jojo, niveau tête d'affiche, on va dire qu'on n'a pas été très servi. Non, on n'a pas été très servi. Et comme on l'avait dit l'année dernière dans certains épisodes sur la draft, c'était Ben Simmons, le grand acteur de cette classe. Et là, sans lui, ça paraît très faible et limité, c'est vrai. Parce que ceux qui devaient être un peu derrière lui déçoivent. Oui, Tom, je ne sais pas si tu rejoins cette analyse, mais on a tendance, durant les premiers mois de l'analyse d'une draft, les premiers mois des rookies, on a tendance à se focaliser sur les gros joueurs. Et c'est ça, en fait, qui manque dans cette classe, c'est des gros joueurs, parce qu'on va revenir là-dessus. Des role-players, il y en a, mais à part Jojo, comme je l'ai dit, ça manque de joueurs marquants. Après, Jojo, il est même pas dans cette classe de draft-là, en fait. Et on va se rendre compte que finalement, le rookie de l'année, c'est un gars qui a été drafté 2 ans avant, quoi. Mais ouais, je rejoins un peu ça, c'est vraiment l'absence de joueurs d'impact. Les premiers joueurs de cette draft-là, il y en a qui ont déçu. Je pense notamment à Chris Dunn, qu'on attendait beaucoup plus haut généralement. Enfin, même il avait été plébiscité pour être rookie de l'année, même avec la blessure de Simmons. On savait qu'il y avait beaucoup de projets et qu'il y avait peut-être 1 ou 2 joueurs qui étaient NBA ready en début de draft. Et malheureusement, les joueurs qui étaient NBA ready, Embiid, Saric, et puis t'as Simmons qui a pas joué, quoi. Et même Buddy Hield, on peut le mettre aussi dans les joueurs qui étaient annoncés NBA ready et qui fait une saison. Moi, je trouve qu'il fait une saison plutôt honnête. Surtout à Sacramento. Il bénéficie d'un temps de jeu depuis le All-Star Break, il a plus de 27 minutes par match. Ouais. Donc, quand tu as le temps de jeu, mais c'est vrai que depuis ce All-Star Break, il est quand même à 44% à 3 points, alors qu'il prend plus de 5 tentatives derrière l'arc. Il est à près de 50% au tir. Oui, mais une quinzaine de points à peu près. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que là, on se contente de pas de peu, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu. J'ai juste une stat, le PER. Alors, ça vaut ce que ça vaut, le PER. Comme toute stat, de toute façon, il n'y a aucune stat qui est parfaite et qui se suffit à elle-même. Mais quand on regarde, j'ai pris le pair, les 20 meilleurs pairs pour des rookies sur les 7 dernières classes de draft. Le top 20. Et juste pour vous dire que dedans, il y a Towns, Griffin, Jokic, Haïti, Kawhi, Damian Lillard, John Wall, Miles Turner. Donc, je pense que c'est quand même, c'est pas parfait, mais ça indique quelque chose. Parmi ce top 20, il n'y a que un mec de la classe de draft actuelle. C'est Willy Hernangomez. Sinon, il n'y a personne. C'est la première fois qu'une classe de draft ne sort qu'un mec dans ce top 20 sur les 7 dernières années. Toutes les autres classes de draft ont plusieurs membres. C'est Willy ou Juancho? Willy. C'est Willy, d'accord. Ok.
Tu vois, il y a que lui qui se classe dans les 20 meilleures pertes pour un rookie sur les 7 dernières années. Je pense que c'est un peu symptomatique de ce qu'on dit là depuis le début. Après, je pense que cette classe de draft-là, malheureusement pour elle, elle a été piégée par la signature du CBA et le fait que l'argent coule à flot. C'est-à-dire que, comme il y avait de l'argent, plutôt que former, les franchises ont décidé ont misé sur des joueurs qui étaient déjà prêts, quitte à envoyer les autres joueurs en D-League, quoi. Et je pense que c'est une victime collatérale de l'augmentation du cap, c'est les rookies, puisqu'il y a des vétérans qui peuvent jouer à leur place, quoi. T'avais de la marge pour payer les vétérans pour jouer sur leur temps de jeu. Et du coup, on se retrouve avec une classe de draft où, au premier tour, il y a 16 joueurs du premier tour qui ont été en D-League. Ce qui est absolument énorme. Sans compter les joueurs stashés. Ce qui est énorme. Le staché, on rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ceux qui sont pas en NBA, en fait, qu'on envoie dans une autre ligue en attendant qu'ils se développent. Ouais, il y a Bousselé et Ante Zizic. Et je pense que, je rejoins ce que tu as dit, Tom, sur le fait que, comme on a donné des contrats ahurissants l'été dernier, t'es obligé de faire jouer les mecs, quoi. Et il y a beaucoup, c'est un thème récurrent dans le podcast, mais t'es obligé de faire jouer quand tu as donné une somme pas possible à un mec, t'es obligé de le faire jouer. Un autre thème qui revient souvent, je pense, c'est aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'équipes très tard dans la saison qui étaient encore des candidats aux playoffs. Et du coup, quand t'es candidat aux playoffs, t'as pas le temps de faire rentrer dans la rotation le rookie. Le rookie, il joue juste des bouts de minutes en fin de match. Et c'est aussi peut-être de ça dont est victime cette classe de draft. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui expliquent. Après, ça dépend. T'as toujours des équipes qui arrivent à intégrer leur rookie, par exemple. Je pense aux Nuggets, qui, ou même pour moi, fait un échange qui a permis de mettre mieux en avant Hernan Gomez, retraite de Nurkic. Et par exemple Boston, je parlais de Boston, mais Brown, moi, je le trouve très intéressant. En termes d'impression, c'est le plus impressionnant de tous. Si on accepte Jojo, bien sûr. Parce qu'il finit les matchs. On disait qu'il avait aucun shoot, mais en termes de pourcentage à 3 points, il est limite top 10 de cette classe. Donc, alors qu'il avait aucun shoot. Il s'est un peu amélioré. Physiquement, c'est un athlète. Donc, si dans certains cas, ils arrivent à être plutôt intégrés. Des fois, c'est par défaut. Mais quand c'est vraiment voulu, là, je trouve ça intéressant. Après, intégrer un mec du top 10, c'est logique, parce que c'est là où tu le drafts. Mais quand on regarde le nombre de matchs joués des mecs qui sont en dehors du top 10, c'est là où je trouve c'est marquant, parce que sorti du top 10, il y a que Sabonis qui a plus de 70 matchs. Ouais. D'ailleurs, il n'y en a aucun à plus de 60. Aucun joueur a plus de 60 en dehors du top 10. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que les mecs sont pas intégrés dans les rotations. À part les joueurs qui sont loin, quoi. Oui, je parlais pour le premier tour. Parce que c'est vrai que si on prend en compte le second tour, il y a Brogdon et McCo et aussi Whitehead qui rentrent dans le... McGruder, il y a des joueurs comme ça. Hein. Même t'as aucun rookie qui joue plus de 30 minutes. Non, c'est Ingram qui joue le plus, il joue un peu 29. Ouais, il joue 29 minutes. Ouais, après avoir... Ouais, c'est... Oui, vas-y, Alan. Je trouve c'est quand même, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même, ça prouve que les franchises n'ont pas trouvé, le joueur qui leur fallait à un poste précis, tu vois. Donc là, ça peut jouer la faiblesse un peu de cette draft, quoi. Parce que si tu compares il y a 7-8 ans, par exemple, avec la draft, celle de Curry, par exemple. Ouais, 2009. Voilà, Tyreke Evans jouait 38 minutes, Curry jouait 36 minutes, Jennings jouait pas mal, Johnny Flynn jouait pas mal, tu vois, donc... l'ami Johnny Flynn, j'avais oublié celui-là. Johnny Flynn, tu vois. Johnny Flynn, il aurait été limite rookie de l'année dans une classe comme celle d'aujourd'hui. Après, on a essayé de relativiser dans la première partie, là, mais bon, là, on va attaquer le un peu moins marrant. Mais le problème le problème de cette draft-là, sans couper, Ben, c'est que il n'y a pas de starter. Il n'y a pas de starter. Le seul gars qui start, c'est Chris, mais c'est parce que son équipe est dans un tanking absolu. Il n'y a pas de starter sur toute la durée de la saison. Tu vois, Jamal Murray, il a commencé quelques matchs à la main. Sabonis, on a remplacé Bradley un peu. Ouais, tu vois, Sabonis, au début, il a commencé pas mal. Après
il est devenu moyen. Hield, il a commencé sur le banc. Bon, maintenant, il est à Sacramento, il joue. Enfin, même Brogdon, tu vois, Brogdon, c'était pas un titulaire assuré. Non, c'était De La Vedova, on l'a payé pour ça. Voilà, ben voilà, ils ont payé De La Vedova pour ça. Et puis, voilà, ils se retrouvent à devoir faire jouer Brogdon parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'ils ont un souci de ce côté-là, tu vois. Et Brogdon qui jouait pas au même poste qui joue pas au même poste auquel il jouait en NCA. Hein. Ouais. Après, son poste, c'est une grande arnaque. Hein. Ouais, On sait pas ça. Il est étiqueté meneur, sauf que tout le monde sait que c'est Giannis qui mène le jeu, en fait. Après, c'est Cobucks, en fait, qui peuvent se permettre ça, parce que, enfin... Ouais, dans une autre... Ouais, je suis d'accord, Tom, dans une autre configuration, Brogdon, il est pas titulaire. C'est un joueur de système. Pour une fois que j'accepte qu'on étiquette un joueur de système, je vous l'accorde là. Là, je suis d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Brogdon, on peut dire que il est adapté au système parce que autrement. Après, bien pour lui, je le vois très haut dans les. Je veux pas être méchant avec Brogdon, c'est bien ce qu'il fait. Mais alors, je suis le premier à le dire que ces histoires de plafond pour les joueurs et de potentiel, c'est complètement abstrait. Mais Brogdon, c'est WYSIWYG. Enfin, normalement. Tu peux le dire. Franchement, mais après, Brogdon, s'il joue 4 ans comme ça va, hein, pour un... Ouais, voilà, c'est un bon retour sur investissement. S'il peut rester à ce niveau-là, bon, je pense que, au niveau du shoot à 3 points, ça va quand même chuter parce que il est quand même indécent. Il est à 40%. Hein. Ouais, il est quand même très très fort. Je pense que s'il peut rester, maintenir ce niveau-là, peut-être 4-5 ans, ben voilà, c'était largement rentabilisé, quoi. Ouais, pour un deuxième tour de draft. Théorie, il faut savoir que les deuxièmes tours de draft, si ça devient même des joueurs de fin de banc solides, c'est déjà rentabilisé. Donc, c'est des mecs pour des échanges, ça. C'est juste pour équilibrer un salaire, en fait. Les mecs, Ou pour, comme les Celtics, drafter Demetrius Jackson 45 et lui donner un contrat de mec de premier tour de draft. Mais voyez toute la peuplade celte. Vous voyez comment on est un point intéressant de ce podcast. Le point Celtics, il revient plus que le point Godwin. Non, mais c'est intéressant. Non, mais juste un. On a aussi Isaiah Thomas qui était en 60. On l'a pas drafté, mais il était en deuxième tour aussi. Oui, enfin, je vois pas trop le rapport, mais bref, on va peut-être revenir. C'est un joueur dont on n'a pas vraiment évoqué le nom encore, c'est Saric. Alors, il fait pas partie de cette classe vraiment, mais il se dirige tout droit vers le rookie de l'année. Tout d'abord, est-ce qu'on est d'accord pour lui donner le titre de rookie de l'année? Totalement d'accord. Ouais. Et deuxième question, est-ce que c'est pas le symbole que c'est vraiment une classe moyenne pour l'instant, parce que c'est un des moins bons rookies de l'année des dernières années, clairement. Ouais, largement. Hein. Largement. Il a beau être... Ça dépend, il y a deux façons d'évaluer un rookie de l'année sur les saisons d'avant. Parce que tu évacues le rookie dans ce qu'il est devenu ou dans la saison qu'il a faite pour sa saison rookie. La saison qu'il a faite pour sa saison rookie. Voilà, ok. Parce que il a beau... Alors depuis le All-Star Break, il a beau être en feu, c'est quoi? C'est plus de 19 points de moyenne, plus de presque 8 rebonds, presque 4 passes bons, 3 balles perdues, ce qui est un peu beaucoup. Mais j'ai pas souvenir d'un rookie de l'année qui est aussi limite, hein, parce que c'est limite Saric. Parce que si on regarde sur l'ensemble de la saison, c'est 12 points de moyenne, 6 rebonds, 2 passes. C'est pas énorme. Hein, non. Il y a un net rating de moins 6,8. Alors que on peut pas sortir l'excuse de l'équipe parce que dans la même équipe, Embiid tapait des net ratings d'extraterrestres ou même un mec comme McConnell. Il a un net rating de 3,2 Embiid. Pour une équipe de... Bon, je vais peut-être exagérer sur le extraterrestre, mais pour une équipe comme les Sixers, c'est impressionnant d'avoir un tel net rating. Bah, c'est surtout qu'il a un defensive rating de 99.1, c'est-à-dire au niveau de Rudy Gobert et Draymond Green. Enfin, ça me fend le cœur de pas lui donner le rookie de l'année. Mais bon, 31 matchs, c'est une goutte d'eau, hein, mais ça me fend le cœur personnellement. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'un rookie de l'année à 12 points, quoi. Non, ça me dit rien. Surtout à 12 points avec le reste. Le plus mauvais rookie de l'année qui est devenu, c'est Carter Williams, mais il avait fait une bien meilleure saison que ça. Statistiquement. Il était à 17-6-6, un truc comme ça. Statistiquement. Oui, voilà, ouais. Où il tapait ses triple-doubles au début, tout le monde s'enflammait. Inky a compris que c'était une arnaque, il le balance, et puis 3 ans après, tout le monde comprend que c'est une arnaque. On va remonter à très loin, mais je pense que c'est le pire depuis Okafor. Emeka Okafor ça me fend le cœur parce que c'est l'année où c'est l'année de Dwight. Ouais. Mais dans l'impact Okafor, quand même, sur les Bobcats...
Parce que les autres, c'est Chris Paul l'a eu, Durant l'a eu, Rose l'a eu. Ah, Brandon Roy. ouais, peut-être Evans. Il était obligé, Tom. C'est peut-être Evans, en fait. Même s'il était très Evans très très avait bon. 5-5. Ouais, Non, mais dans ce qu'il est devenu, je voulais dire, dans ce qu'il est devenu. Ouais, ce qui est sûr, dans ce qu'il est devenu, comme je l'ai dit en préambule, on peut pas juger. Mais sur la saison, sur l'impact du rookie, c'est difficile. Hein. Et même, on dit que ça manque de stars. Même en tant que role-player, tu l'as bien dit, Tom, en fait, ça manque un peu tout, cette classe de draft pour l'instant. Ouais. Il y a des projets quand même, Ben. Il y a des projets. Ouais, mais les projets, on sait bien ce que ça vaut, Alan. Quand on peut jamais, faut pas tirer de plan sur la comète, mais les projets, il y en a un sur combien qui réussit. Oui, t'as raison, mais il y a quand même des joueurs qui moi, montrent des choses que j'aime, vraiment intéressantes, quoi. Oui, après, Brand, j'en ai fait un de mes tops récemment. Pas que lui, tu vois. Moi, je vais encore me faire un ennemi avec de gens d'autres podcasts français qui disaient des choses avant les drafts, mais Scal, j'aime bien ce qu'il fait depuis pas mal de temps. Scal. Les Non, gens mais qui... non, nous appelle Pascal, Tom, il va faire un espèce de panégyrique sur Non, mais Scal. Là, des gens qui disaient reste en NCA, ça va te faire du bien avec le jeu. Non, mais des inepties pareilles, on va encore en entendre pendant 2 mois, ça va être affreux. Et Scal, tu vois très bien qu'il a du ballon. Il est adapté au jeu NBA. Voilà, il est tellement adapté au jeu NBA. Non, mais il a démonté. Bon, c'est pas très dur de démonter Phoenix, mais ce qu'il leur a fait dans le dernier quart-temps, c'était. Tom, vas-y, parle de Scal parce que je sais que ça. La Team Scal, mais non, bah après, même, tu vois, même Caris, Levert, c'est des gars, voilà, ça fait du bien de voir ces gars-là, tu vois. Même Juancho, tu vois, Juancho, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, je le trouve très, très intéressant à côté de Jokic. Juancho, 44% à 3 points. Très, très intéressant à côté de Jokic. Donc, moi, c'est surtout Juancho, en fait. Voilà. C'est Juancho, non mais oui, on est d'accord, Ben. C'est le prénom que je trouve génial. Et quand ton frère s'appelle Willy, mais tu dis merci papa, maman. Oui, c'est vrai. Juancho, Hernan Gomez. Et puis après, il y a aussi de belles histoires, quoi. Bon, on n'a pas parlé de Jamal Murray qui fait aussi une saison rookie plutôt correcte. Qui est un peu en dents de scie, mais il a un vrai potentiel. Un vrai potentiel. Mais il y a pas mal de belles histoires, quoi. Des joueurs qui sont sortis un peu de nulle part, qui arrivent à émerger de cette draft-là, quoi. Ah, je sens qu'on va parler de Yogi. Un peu, voilà. Yogi Ferrell, Rodney McGruder qui est intéressant, oui, quoi, dans son rôle. Enfin, même Paul Zipster qui commence à jouer un peu avec Chicago. Ça peut mais un peu grave. Les mecs, quand ce genre d'histoire, c'est pas pour l'éternel Rodney pessimiste. Oui, vas-y, Alan. Rodney McGruder, c'est pas un vrai rookie quand même. Il est rookie, c'est sa première saison. Ouais, il a 26 ans, le Gugus. Hein. Ouais, mais c'est sa première saison NBA. Ouais, c'est comme quand on parlait de prix de Johnny Rookie, c'était un peu... Bon, là, c'est plus extrême, mais... Ouais. Mais tu vois, moi, l'idée que j'allais évoquer, c'est plutôt que... Est-ce que justement, ces belles histoires, ces joueurs qui sortent de nulle part, c'est pas un peu un autre témoin de la faiblesse pour l'instant de cette classe? Ah oui. Je me rappelle de 2013, j'écrivais pour le site la rubrique sur la course pour le rookie de l'année, et là je viens de me souvenir d'un mec, je pense qu'il est même plus en NBA, je suis même sûr qu'il est plus. Fais-nous deviner qui c'est. Alors c'est un meneur blanc, il joue à Milwaukee. Oh non, je sais. C'est ah oui. C'est comment il s'appelle? Putain, je vois qui c'est. Mais il était bon en plus lui. Il joue en Grèce au Real, je sais plus. Ouais. Nate Walters. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez, il était bon en plus lui. J'ai peur qu'on ait des Nate Walters. Ça va devenir un mot du dictionnaire maintenant. J'ai peur qu'on ait des Nate Walters dans cette draft. TJ McConnell, c'est un Nate Walters. Ah ouais, pas faux. Ouais, bon, c'est la draft de l'année dernière, mais. Si. Sur un contrat inkien. Oui, oui, bravo. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, c'est un peu la même chose. Mais tu vois, c'est ce que je me dis. Je me rappelle de Walters. C'était l'image, c'était ça. Ah, une belle histoire, second tour de draft. Oui, mais voilà, ça trahit le fait que les mecs, ceux qui étaient censés vraiment répondre présent, le font pas pour l'instant. Après, on va peut-être revenir un peu sur ces hauts choix de draft justement. Ingram, on a un peu évoqué son nom. Est-ce que cette fin de saison ça le crédibilise pas un peu? Je trouve qu'on voit une progression constante. C'est juste qu'il a commencé à un niveau beaucoup plus bas. Voilà, c'est ça. Il est beaucoup moins fort qu'on l'attendait dès le début.
Moi, ce qui me bluffe un peu chez Ingram, c'est qu'il a réussi à transposer directement quelques skills défensifs. Tu vois, je m'attendais plus à ce qu'il transpose l'offensif avant. Et là, je me rends compte que, enfin, défensivement, c'est quand même... certes, il lui manque un peu de poids, mais il a les bonnes attitudes, il a les bons réflexes, il joue bien avec son corps. Tu sens que... Enfin, il a progressé dans ce domaine-là, et puis il a déjà réussi à transposer ça. Et puis offensivement, je pense que petit à petit, il va être de plus en plus à l'aise, quoi. Il faut lui laisser du temps, beaucoup de temps. La défense, de toute façon, c'est le truc qui se transpose le plus vite. Hein. Ça fait partie des 2-3... Tu défends, enfin, défendre sur un terrain de basket, que tu joues en N3, en NCAA ou en NBA, ça, techniquement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est encore plus fort que ça se voit quand il est aux Lakers. C'est vrai. C'est pas faux. Et ça se voit vraiment, hein, en plus, hein, il défend. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'il est pas au niveau. Enfin, quand on parlait de la draft, quand on revenait pour revenir à nos épisodes draft d'il y a quelques mois, on parlait vraiment d'un Simmons au-dessus, d'un Ingram lui aussi dans une autre stratosphère et des autres. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression de voir Alan. On va un peu se tourner vers toi. On n'a pas l'impression de voir cette séparation. Voilà, en fait, c'est ça. On n'a pas. C'est ça qui est marquant. Vous avez lu un article où on disait que Ben Simmons serait une superstar, Brandon Ingram une star, et les autres, ça serait, tu vois, une masse. Et bon là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais quand on est aux Lakers, dans une moi franchement, j'ai beaucoup de mal à évaluer les prospects des Lakers, même ceux des années d'avant, parce que je sais pas, tu vois, suffit que tu mettes un vrai meneur à côté de Russell et que tu les cales en deux, c'est plus le même joueur. Et là, tu pourras vraiment voir la pleine puissance de certains joueurs, je pense. Donc, Ingram est décevant, c'est sûr, mais dernièrement, c'est mieux. Et dans cette équipe des Lakers, c'est difficile, quoi. Je comprends. Après, c'est peut-être le foutoir, comme tu l'as dit, Tom, mais au moins, je trouve que je vais faire un peu l'avocat des Lakers. Bon, limite, on sort un peu du sujet là, mais autant ils n'ont pas trouvé leur superstar, autant ils se sont ratés sur aucun choix de draft. Et c'est pas non plus. C'est pas chose aisée de pas se rater, hein, parce que c'est une loterie la draft. Il n'y a aucun joueur des Lakers actuellement que tu peux prendre et te dire ok, ce choix-là il est raté. Non. En fait, c'est surtout parce que c'est ce qu'ils auraient pu prendre et qui est parti derrière, c'est révélé pas bon. Donc c'est là où c'est, à part Porzi peut-être, mais on savait pas le jour de la draft que ça allait. Ouais. Donc sinon ils ont évité Jalil. Hein. Tout le monde pensait qu'ils allaient prendre Jalil. Tout le monde pensait qu'ils allaient prendre Jalil. Je ne parlais. Ouais, voilà. Sinon, je pense que on va peut-être conclure sur ce sujet rookie. Donc bon, une classe, comme on l'a dit, un peu décevante, mais il y a on va voir. J'avoue être un peu déçu. C'est pour ça aussi, ce qui m'énerve, c'est que là, du coup, on est dans une pleine période où on nous ressort, comme tu l'as dit, Alan, la draft, faut pas faire confiance, blablabla. Et ben nous, on va plutôt ressortir celle de l'année prochaine. On est déjà dessus. Ou celle de l'année d'avant. Je suis désolé, hein, quand on voit Towns, Jokic et la bande, ce qu'ils font en ce moment, c'est un peu difficile. Ouais. Booker, ah bah tiens, la transition est parfaite. On va filer vers les tops et les flops. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler de l'arrière des Suns. L'homme à la babyface. L'homme à la babyface, voilà. On va parler de lui dans la séquence suivante. Comme d'habitude, pour finir nos tops et nos flops, ou que des tops. Et les mecs, c'est exceptionnel, j'ai que des tops là. Je deviens optimiste. C'est beau. Bah, je vais vous aller, Alan, c'est toi qui vas commencer par ton top ou ton flop. Alors, mon top, c'est Luc May, les mecs. Non, mais Luc May. Vous connaissez Luc May? Pas avant hier soir, honnêtement. Pas avant hier soir. Luc May. Il a battu Calipari. Rien que pour ça, c'est mon top. Voilà. Rien de plus à dire. Calipari est défait. Calipari, on va arrêter de parler. Il va retourner recruter, vu que c'est ce qu'il sait faire de mieux, plutôt que coacher. Également. Voilà. Il va aller recruter. En fait, c'est pas un coach, c'est un recruteur, ce mec. Donc, il va aller recruter. C'est Manpower, en fait. C'est ça. Il a déjà fait son recrutement là, mais voilà, je veux juste pas le voir à la March Madness. Puis Luc May, le physique du bon américain qui sort ses gros matchs à la March Madness. Voilà. J'étais content. C'était un beau match, ce Kentucky UNC, donc c'était très sympa. Et mon dieu, Malik Monk a quand même montré qu'il méritait de s'appeler Monk, tu vois. Malik Monk, en termes de coronets sur la table, il est là. Ah ouais, impressionnant. Lou Will. Lou Will avec les qualités athlétiques. J'aimerais qu'il soit mieux que Lou Will pour lui quand même.
Oh, je l'ai déjà dit, mais tu le mets aux Sixers sans le ballon dans les mains et. Comme Oui, Lou, lui. comme Lou Will. Non, c'est pas Lou Will. Non, il tu est le mets aux beaucoup. Sixers, tu le mets aux Sixers comme Lou Will, j'ai dit. Ah oui, d'accord, oui. Oui, bah oui, ouais, le parallèle marche. Voilà. Du coup, Tom, je pense qu'on est tous d'accord. Qui aime, à part les supporters de Kentucky, qui aime Calipari? Non, mais À part les surtout, méchants dans la vie. comment on peut être supporter de Kentucky? Ils ont jamais la même équipe. Et puis surtout, comment être supporter C'est le côté Voilà, hype, voilà, ils sont célèbres, c'est les meilleurs Aussi. lycéens. C'est Et les puis- mecs qui et portent puis, des casques voilà, Beats qui aiment bien ça. et puis du coup, ça te permet de suivre tous les prospects Voilà. dans la Ils même te vendent équipe, des- voilà. Voilà. Ouais, ils ont des ratés aussi, il faut qu'ils se calment. Bref, Non, je vois pas de raté, hein, pas du tout. Hein. Ah bah Daniel Horton, des Ron Lamb, on en parle. ouais. Marquis Stig, Marquis Stig. DeAndre Liggins. Ah, c'est génial, Marquis Stig. Marquis Stig, ouais. Ah, c'est dramatique. J'ai jamais vu ça en NBA, Marquis Stig. Marquis Stig, c'est violent. Tom, du coup, ton top pour enchaîner avec Marquis Stig. La barre a été placée plutôt haute avec Marquis Stig. Bah, mon top, c'est Brooklyn, les gars. C'est Brooklyn. Vous voyez encore de l'anti-Boston, mais vous le voyez, Non, mais les gens qui écoutent. non, mais non, pourquoi de l'anti-Boston? Parce que Parce les mecs que- gagnent des matchs? Ils ont pas le droit de Mais bien gagner des sûr. matchs? Non, ils ont pas le droit. Non, vous êtes heureux, ça se voit. Non, mais moi, ça me fait plaisir pour Kenny. Ça me fait plaisir pour Kenny Atkinson. Et puis, c'est une équipe qui n'a, tu vois, même s'ils ont pas de talent, mais c'est une équipe qui est toujours restée fidèle à sa manière de jouer. Et là, tu vois, avec les jeunes qui rentrent, machin, je trouve ça intéressant. En plus, là, ils sont sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Ça doit pas, ça doit faire très longtemps que ça leur est pas arrivé, je pense, d'être à l'équilibre sur 10 matchs. Donc, du coup, ça me fait plaisir pour eux. Et puis, voilà, quoi. Caris Levert, Magaï! Mais attends, non, ton rookie préféré, est-ce que c'est Scal ou Caris? Parce qu'il faut se trancher, décider, oui. Tom. Ah, mon rookie préféré, c'est Torian Prince, hein. Ah ouais, c'est vrai. Voilà Pat Memphis. Oui, c'est tellement un joueur de Memphis que ça en est triste. Hein. Enfin, limite, ça lui va pas le maillot des Hawks. Bref. Mais pour revenir sur les Nets, oui, puis le retour de Lin, enfin, bref, ouais, l'équipe qui marche. Bon, après, ils sont toujours, ils sont bons à l'échelle des Nets, quoi. Faut remettre Non, en voilà, contexte. ils gagnent des matchs, ça fait plaisir pour eux, Mhm. quoi. C'est une équipe qui se bat, qui a jamais lâché. Ils tentent des jeunes, ils tentent des paris, et puis voilà. L'autre qui parle d'anti-Boston, n'importe quoi. C'est récurrent dans ce podcast. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, moi, les mecs, c'était bien gentil, vos petits Caris Levert, Brooklyn, UNC. Mais moi, je vous parle de la vraie vie, les mecs. Mon top, alors j'en ai 3 déjà. Mon premier, c'est Lavar Ball à First Take. Oh là Mais là, oui, oh là là. Attendez, il y a le deuxième épisode aujourd'hui. Avec Il sa a vie- Memphis. avec Il a sa- Memphis. Avec sa démarche de cowboy. Mais c'est un First Take, le show immensément connu de d'ESPN avec l'ami Stephen A. Smith. Mais Molly Karim aussi, bon, pour ceux qui regardent pas forcément le show, Molly Karim, 20 minutes, la séquence de 20 minutes avec Lavar Ball, c'est Génial. du must-see TV, c'est C'est enregistré, exceptionnel. ça va se repasser. C'est génial. Parce que c'est là où tu vois qu'en fait, déjà, de 1, Lavar Ball, c'est une actrice, enfin, c'est même pas crédible. Même lui, t'as l'impression, dans beaucoup de ses interventions, j'ai l'impression qu'il rigole. Et Stephen A. Smith, mais mettre les deux là en même temps, mais c'est la meilleure idée de l'histoire. Enfin, c'est génial cette Ils séquence. sont incontrôlables. Mais c'est absolument génial. Enfin, bravo au mec d'ESPN. Allez voir Lavar Ball à First Take, c'est génial. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené aujourd'hui, hein, parce que ça marche. Mais oui, bon, d'ailleurs, ils l'ont ramené avec son Lonzo. Ils ont ramené Lonzo. C'est pas où se mettre. Lonzo, je vais lui donner 2-3 cours d'éducation parce qu'on ne rentre pas dans une salle avec une casquette sur la tête et une capuche sur la tête. Non, mais C'est c'est sûr. minimum. Non, mais Lonzo, il voulait se cacher, il sait pas où se mettre. Il y a papa qui fait n'importe quoi. Il n'y a papa qui rentre avec la démarche De Vince McMahon. de Vince McMahon. C'est génial. C'est pour ça, tu sais pas où te mettre. Il s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, mais non, Lavar Ball à First Take, c'est génial. C'est absolument génial. Must-see TV. Du coup, à toi, Alan, hein, tu peux enchaîner. Moi, mon top, tout à l'heure, on parlait des Clippers. C'est une équipe qu'on va juger sur les playoffs et tout. Mais j'ai un gros problème, et c'est par rapport à Ben, c'est toi, on en a parlé. C'est la défense des Cavs cette année. Non, mais sérieusement. Vous avez regardé contre Washington samedi soir? Oh là là.
Leur défense est arrivée parce que je l'ai pas vu, moi. C'est embarrassant. C'est Cleveland. Non, mais. Alors, attendez. Donc, déjà, bon, outre que Dwall leur a mis 37 et 11 et qu'ils avaient 71 points à la fin de la première mi-temps, je tiens quand même à dire que après ce match, ils ont l'efficacité défensive. Ils sont à la 23e place de l'NBA. Ils prennent plus de 108 points par match pour 100 possessions. Ils sont 29e depuis le All-Star Break. Voilà. Donc, moi, on dit on va les juger en playoff. Je ne dis pas que je me fais des soucis pour eux, mais sérieux. En plus, Bogut s'est blessé, donc il n'y a plus la deuxième assise dans la raquette. Thompson est tout seul. Ils ont ramené Larry Sanders. Alors ça, je sais pas, j'attends de voir. Mais quand t'as Kyle Korver, D-Will, ça peut pas défendre sur la deuxième unité. Donc franchement, j'attends de voir. Je vais regarder ce soir contre San Antonio pour voir. Mais demain soir, hier soir plutôt, vu que parce que vous entendrez que ça sera demain, mais c'est pas très beau à voir. Et moi, j'aimerais juste préciser pour tous ceux qui trouvent que... Parce qu'il y en a eu beaucoup dans le... J'anticipe, mais par rapport au sondage, je suis trop dur avec la conférence Est. Je tiens juste à préciser quelque chose. Alan t'a dit, ils sont 23e à l'efficacité défensive. Dans toute l'histoire de la NBA, il n'y a jamais eu un premier de conférence qui était en dehors du top 19. Ils sont 23e. Alors que je suis peut-être dur avec cette conférence, mais je suis désolé, je remets une couche et encore c'est parce qu'elle est tellement pas bonne qu'ils s'en foutent en fait de la défense. Ils n'ont pas besoin de défendre les mecs. Ils n'ont pas besoin. Je regarde des matchs quand ils ont joué à Atlanta ou je sais plus où, ils ont pris 120 points mais ils en ont mis 130, ils s'en foutent. Mais c'est quand même je me fais pas de soucis, mais c'est quand même sur la ligne de stats, c'est pas beau. Mais ils vont même dans la situation actuelle, ils tordent toutes les équipes à l'est. Je le pense aussi. C'est ça qui est un peu dramatique, mais bon. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est drame. Enfin, bref. Ça pique. Ouais. Tom, à toi du coup. Alors moi j'ai un deuxième top, c'est le Tankathon. C'est serré. C'est qui va être le plus nul? C'est serré. Quand tu vois la Phoenix et les Lakers qui sont au coude à coude avec 52 défaites chacun, énorme. Enfin les Lakers, quand on repense qu'ils étaient à 10-10 et ils sont à 21-52, c'est du tanking de professionnels. Et ils se jouent pas d'ici la fin de la saison parce que là ça serait génial. Non mais franchement, là ils sont à 52-52. Ensuite t'as New York, Philadelphie, Orlando et Sacramento qui sont dans un mouchoir de poche, genre 46 défaites chacun. Sauf Sacramento qui a gagné hier et qui aurait pu être à 46. Et avec un demi-match, t'as Minnesota en 8. Donc le Tankathon est aussi passionnant que la course à la 8e place à l'ouest. Non, il se joue plus, Ben. Ah, malheureux. Tu sais, c'est pour ça qu'aussi qu'une théorie folle, mais qui grossit sur Twitter, c'est les Bulls en playoff. Parce que les Bulls en playoff, ils jouent sur la fin de saison, ils jouent que des équipes qui vont être en course pour le Tankathon. Ils jouent que des équipes en course pour le playoff. Moi, j'arrête de regarder le basket, s'ils y vont. Ils ont qu'un demi-match, hein. Ils jouent des équipes comme les Knicks, le Magic, Philadelphie en fin de saison. Mais ils ont qu'un demi-match derrière Miami. Hein. Ouais. Non mais Miami. Alors que Miami a un calendrier difficile. Ouais. Et Détroit y ont tout. Ah, ça serait. Non mais et encore une fois, je remets une deuxième couche. Je peux critiquer la conf S, mais si une équipe comme Chicago y arrive cette année, c'est inadmissible. Et même Détroit, mais. Dans tous les cas de figure, c'est inqualifiable. Même Miami a beau avoir un beau run, c'est pas normal que cette équipe-là puisse prétendre aux playoffs. Ils auraient dû. Et Charlotte n'est qu'à 2 matchs. Hein. Charlotte n'est qu'à 2 matchs de Miami. Miami, ils auraient dû attendre et essayer avoir une bonne place à la draft. Je comprends pas. Tu ne crois pas à la franchise drivée par Goran Dragic et Whiteside pour le titre en 2018? Non, je crois pas en ça. Ils vont signer Blake Griffin. Ils devaient signer Durant. Ils vont signer Blake Griffin. Oh là là. Bref. Alors moi j'ai encore 2 tops. Alors j'en ai un. Je commence par le plus important. Oui. C'est mon match à 71 points. C'est ta vie personnelle. Ouais, c'est ma vie. Non, mais les mecs, j'ai marqué 71 points avec Terence Ross sur Touquet. Je pense que personnellement, c'est une information de premier ordre qui intéresse tous les auditeurs. Je pense. Donc, c'est un match de playoff très important. Parce que faut dire aux auditeurs que c'est la première fois que je rejoue à Touquet depuis une défaite en playoff terrible. Je menais la série 3-0, j'ai perdu la série. You blew a 3-1 lead. Ah, t'as fait ce qui s'est jamais fait. Oui, ça s'est jamais fait. Donc psychologiquement c'était dur. Je suis au 2e tour des playoffs. Je commence à balancer les systèmes et là Terence Ross
boum, 9 points, 3 premières possessions, je marque 71 points. Et le truc magique, c'est que Terence Ross efface Michael Jordan des tablettes. C'est pas génial ça? Sinon, à part ça, il y a un petit match à 70 points de Booker, mais je sais pas si vraiment... après l'information sur Terence Ross, je sais pas si les gens y accordent une vraie importance à ce match à 70 points de Devin Booker. Je sais pas vous, mais ça me semble une information secondaire après mon match à 71 points sur Touquet. Je pense que on peut passer. Non, mais sérieusement, on en parle de ce match parce que alors je m'en fiche de Avery Bradley ou Haïti qui s'est plaint, les deux se sont plaints après, ils ont joué volontairement, un gamin de 20 ans qui met 70 points. C'est affreux. Ben, j'ai vu le match. Non, mais c'est l'équipe de Devin Booker, genre. Il met 70 points, même 98% des joueurs NBA, t'as beau faire tout ce qui est possible, les mettre dans les meilleures conditions, ils marqueront pas 70 points. Ah, mais il a pris des coups de chaleur. 40 shoots en plus. Tom, d'ailleurs, faut en parler, ça. Tom, c'est quoi ton impression sur cette performance de Booker? Parce que autant tu peux feinter tous les auditeurs, mais moi, Alan et les membres du site, tu peux pas nous feinter sur Booker. Sur Babyface. Sur Babyface. Ouais, franchement, tant mieux pour eux, tant mieux pour les Suns. Hein. Moi, je suis pas forcément fan du joueur. Tant mieux pour lui, il est rentré dans le livre des records. Il est rentré dans l'histoire de la ligue. C'est le joueur qui a marqué le plus de points au Garden. Dans une défaite en plus, malheureusement pour eux. Bon, après, ils cherchaient pas forcément la victoire, mais c'est bien pour eux, mais enfin, je sais pas si tu dois être heureux de ça. Enfin, il faut dire que le match était fini au bout du premier carton, les mecs. On s'en fiche. Ouais, mais on s'en fiche. Il a marqué 70 pions. Le truc, c'est qu'il a marqué 70 points et puis l'équipe tank, donc tant mieux pour eux, quoi. Ils brillent. Ils ont perdu, donc ça va. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Voilà. Mais c'est la seule fois, on a vraiment pas. C'est la seule fois où Memphis. Oulala, lapsus. Où Phoenix a fait la une. Non, c'est incroyable. Ils ont fait la une parce qu'ils ont aussi le 5 majeur le plus jeune, je crois, de l'histoire de la ligue. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Tu te rends compte que leurs 5 étaient. J'ai entendu la stat. Leurs 5 étaient plus jeunes que tous les 5 qui étaient encore au Sweet 16. Ouais, sauf celui de Purdue, je crois. Non, mais Ben, attends. Ils ont pris combien? On s'en fiche, les mecs, de combien ils prennent. C'est pas ils sont pas là pour être compétitifs. Ouais, j'adore le tanking experience version Phoenix. Ils sont pas là pour être compétitifs. Franchement, moi j'aime leur tanking. Sauf qu'il y a toujours Alex Len. Voilà. C'était Alex Len, le vétéran du 5 là, tu vois. Voilà. Mais Dudley il joue, hein. Faut qu'on m'explique. Comment dans une opération de tanking où tu fais jouer les jeunes, tu fais jouer Dudley mais pas Brandon Knight. Non, mais parce que Jared Dudley, il va trop au fast-food, hein. Faut qu'il arrête. Tom, je pense que Brandon Knight, ils veulent absolument éviter la blessure parce qu'ils vont tenter une énième fois de leur fourguer à droite à gauche. Mais qu'est-ce qu'on va te donner pour un gars qui joue pas? Chaque fois qu'il a joué c'est pas à moi qu'il faut dire ça parce que moi, ça fait à peu près 6 ans que je vous explique que ce mec est nul et que vous essayez de me le défendre contre vents et marées. Non, on a défendu sa demi-saison à Milwaukee. Depuis, ouais, c'est ça. On n'a pas grand-chose à défendre. Je vois, oui. Je suis content des fois, hein, tu vois. Parce que souvent, je suis un peu le vilain petit canard et là, je suis content qu'on se rende compte que des fois, je raconte pas que des bêtises et que Brandon Knight, en fait, il est fin nul. Quand t'arrives pas à échanger un mec, ça fait 3 dead, ça fait je sais pas combien de fois que t'essayes de l'échanger, il y a peut-être un problème au bout d'un moment. Mais bref. C'est pas faux. Et j'aime bien ce que fait Phoenix là en ce moment. Et puis Booker, ouais, 70 même 60. Même à Touquet, c'est difficile de mettre 70 points. Hein. C'est pour ça que mes 71 points de Terence Ross sont une information de premier ordre. Non mais ouais, c'est impressionnant. Il y a des chaînes YouTube, tu vois, qui font les compiles des highlights et le matin même, hein, je me réveille, je vois la vidéo des 70 points de Booker, elle avait genre 200 000 vues alors qu'elle sortait depuis quelques heures. Ça prouve bien que ça a un peu d'engouement autour des Suns et c'est positif, je trouve. Ouais, c'est très bien, c'est le mieux ce qui pouvait leur arriver. Ouais. Comme ça, Tom, tu peux être content, la hype Booker va demeurer. Ouais, cool, hein, tant mieux pour eux, comme je t'ai dit, hein, moi. Et lui, il est content, Tom. Quand les gens restent dans l'illusion comme ça, il est content. Moi, c'est vrai, comme ça. Je suis pas un fan du joueur, je suis pas fan de son jeu, mais bon, faut être totalement de mauvaise foi pour dire qu'il a aucun talent, quoi. Ah si, il a du talent. Il a du talent, le gars. Hein. C'est juste que moi, je suis pas fan du joueur et de son jeu. Sur ce, je pense qu'on va terminer. Avant de terminer, je pense qu'on va revenir peut-être quelques minutes, peut-être même un peu moins que quelques minutes, sur les réponses au sondage. Alors, je voulais juste préciser, beaucoup d'entre vous ont parlé du son, en fait, comme un problème.
C'est revenu beaucoup dans les dizaines de réponses qu'on a eues. Alors ça, on est conscient que le son, c'est problématique. On fait de notre mieux. On n'habite pas tous dans les mêmes villes, donc je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, l'ont précisé. Vous êtes conscient qu'il y a des problématiques derrière qui nous limitent. On peut pas avoir la qualité de son d'un studio ou d'une grande radio nationale. On va faire le maximum. On promet pas des améliorations tout de suite, mais peut-être dans les semaines, dans les mois à venir, on va essayer de faire le maximum pour améliorer ça au niveau du son. Voilà, c'est surtout le truc qui est revenu le plus souvent, le son. Et aussi mon désamour de l'Est aussi est souvent revenu, mais ça, j'ai déjà adressé le souci. Hein. Enfin, je trouve ça surréaliste qu'on puisse dire que je suis peut-être, c'est mon. Ne repars pas, Ben, ne repars pas. Non, mais Alan et Tom le savent. Je suis du genre, moi, mon humour, c'est plutôt à coup de marteau, donc j'aime bien insister, mais je trouve ça surréaliste qu'on essaye de défendre. Ah, c'est au char d'assaut. Au char d'assaut, voilà, c'est encore mieux dit. Je trouve ça surréaliste qu'on essaye de défendre cette comédie de conférence. Bref. Sur ce, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire. Je tiens encore à remercier tous ceux qui ont répondu au sondage et vous rappelez hein, l'épisode spécial avec vos questions la semaine prochaine. Voilà les questions. Vu que c'est un peu un des derniers épisodes de la saison régulière, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être bilan sur la saison tel ou tel joueur. On a déjà quelques-unes. On va pouvoir parler de ton nouvel amour, Markel Fultz. Markel Fultz, oui. La fiche de Markel Fultz va arriver cette semaine. C'est incroyable ce joueur. Il est incroyable. Si on peut parler un peu draft, ça sera cool sur les questions. Enfin, bref. Même si on a un épisode draft qui se prépare avec un invité. Oui, c'est vrai. On ne dit rien. On laisse ça tapis dans l'ombre. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine de NBA. Puis salut à tous. Salut.